J'accueille José Legault, Alec Castonguay et Hélène Buzetti. Bonsoir. 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 Alors, c'est reparti pour un autre tour aujourd'hui, c'est-à-dire Donald Trump qui dit, on peut le voir, c'est pas vrai, je me suis jamais attaqué aux Français. Le New York Times qui, dans un long papier, nous raconte les concessions qui auraient été faites canadiennes avant le vendredi, où l'équipe canadienne aurait accepté de mettre en parenthèse, en fait, de ne pas aller de l'avant avec l'imposition de mesures pour les géants du Web pour financer les productions canadiennes. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est important pour les Canadiens, d'après vous, de savoir qui dit vrai à ce stade-ci? José Legault. Je ne suis pas sûre que c'est la première préoccupation dans une guerre commerciale. De toute façon, il va y avoir des versions nécessairement contradictoires, ne serait-ce que parce que c'est Donald Trump. L'article du New York Times ce matin, bien sûr, donnait des détails, mais quand même, il y a plusieurs témoignages aussi qui sont sous le couvert de l'anonymat. Donc, je pense que c'est plus la question des tarifs et la question économique qui va. Oui. Et ce que j'ai trouvé, je termine rapidement là-dessus, c'est que le chef du Bloc québécois a dit qu'il avait, dans sa conversation, eu une entente avec M. Carney, comme quoi ils allaient se rencontrer au mois de septembre pour trouver des manières de réinvestir aussi dans l'art et la culture, dont, évidemment, l'art et la culture québécoise. Donc, en tout cas, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que c'est la grande priorité. Hélène, Alec, gardez vos idées. On va entendre M. Blanchet, parce que vous en parlez, José. Mme Joly qui répond, puis on revient tout de suite. Le New York Times, qui n'est pas exactement une feuille de chou, qui relate que, d'une part, le gouvernement américain ne se faisait pas insistant en matière de langue et d'étiquetage des directives sur les produits, exemple les électroménagers américains vendus au Québec, mais que le gouvernement Carney était prêt à faire des concessions sur la langue, quoi qu'on ait dit après. Ça, pour moi, c'est une grave préoccupation. On peut avoir des désaccords, mais on a l'obligation de dire la vérité. Et c'est pas normal qu'on apprenne ce genre de choses-là par le biais d'un journal américain. We all love French Canadian people. Tous les pays au monde qui se respectent ont des protections sur leur culture, ont des formes de politique culturelle. Et dans le contexte des négociations avec l'Europe n'a jamais laissé aller sa souveraineté culturelle, sa souveraineté numérique. Et donc, c'est important aussi que nous, on le fasse. On va continuer à le faire. Bien, c'est exactement ce que les gens disent. On ne veut pas laisser aller, Alec et Hélène, cette souveraineté numérique. Et donc, on se demande si elle a été laissée aller pendant quelques heures ou quelques jours. Alec, où vous en êtes dans ce débat-là? Bien, des négociations de cette ampleur-là, c'est un tout. Alors, à un moment donné, c'est que le nombre de concessions qu'on demande à un pays, dans ce cas-ci le Canada, dépasse une certaine ligne. On peut faire des contorsions pendant qu'on négocie en disant « Bon, ça, j'aimerais pas le laisser aller, mais si vous me donnez ça, peut-être que je suis capable de le prendre. » À un moment donné, c'est que ça s'accumule, puis là, bien, on n'a plus de contrepartie. Alors, à quel moment ça a dérapé sur la partie culturelle, sur la partie langue? Est-ce que c'était à la dernière minute, comme le dit le Canada? Est-ce que c'était au début des négociations? Mais ça a fait partie des discussions à un moment donné. Vous savez, le gouvernement canadien, qui est le même gouvernement canadien libéral, avait négocié l'exception culturelle dans la première mouture de l'ACOM avec Donald Trump. Donc, il y a une préoccupation quand même depuis longtemps sur la capacité au Canada de pouvoir défendre notre culture, la découvrabilité des contenus maintenant. À l'époque, c'était pas à la mode. Maintenant, c'est ça qui est à la mode. Donc, moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que le Canada ne va pas céder dans ce type d'accord-là. Maintenant, on en était où? Est-ce qu'on l'a ajouté à la dernière minute chez les Américains? Est-ce que ça fait partie des discussions? Ça ne veut pas dire que le Canada a l'accepté. En discuter, ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter. Okay. Je ne le sais pas, mais je pense comme un peu José dans le grand tout. Vous êtes comme José, c'est ce que j'allais dire. C'est pas majeur, je pense, comme Très impact, bien. Là. Hélène? C'est peut-être pas majeur, mais c'est très symbolique. Je pense quand même que dans tout ça, on confond trois éléments, parce qu'il y a trois éléments à nature culturelle là-dedans.
Et ça, c'est important. Il y a la question de la découvrabilité des contenus canadiens sur les plateformes numériques. Il y a la question de mais c'était ça, pardonnez-moi, c'était ça qui était visé selon l'article du New York Times. Là. Et c'était ça... Oui, mais moi, je pense qu'ils mélangent... Non, moi, je pense qu'ils mélangent les choses parce qu'ils d'accord. sont peut-être moins au courant des spécificités. Quand ils disent qu'on était peut-être prêt à faire des concessions, je pense que c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est de demander aux plateformes numériques comme Netflix, par exemple, de financer du contenu canadien. La taxe. Et ça, rappelons-nous, la taxe Netflix, rappelons-nous que le CRTC avait fixé ça à 5 l'a augmenté à 15 récemment. Le gouvernement a dit non, abolissez ça, le 15 c'est trop élevé. Et dans une lettre, a dit probablement que le 5 on va s'en débarrasser aussi. Ce qui a probablement été communiqué aux négociateurs qu'on était prêt à reculer là-dessus. Vous réconciliez les deux versions. Confusion. Voilà. Et le troisième élément, celui sur l'étiquetage de nos micro-ondes avec des boutons francophones, ça, c'est vrai que ça a été soulevé, mais c'est une vieille demande qui date même de l'époque de Biden. Alors, je pense qu'on mélange toutes les trois choses, mais je précise quand même que dans sa conférence de presse de samedi, M. Carney avait parlé de tous ces éléments-là. Donc, c'est pas comme s'il y avait une grande cachette. Mais je pense qu'on parle de plein de choses et on mélange les positions par rapport aux demandes. Et M. Carney en premier lieu, c'est lui qui a parlé de découvrabilité samedi en passant. Là. Il a parlé des trois éléments, de l'étiquetage aussi. Oui, exactement. OK, très bien. Taxe Netflix, qu'il a déjà gelé, si on peut dire. Il a dit au CRTC, arrêtez vos travaux. Et peut-être que lui, il était prêt avec les Américains à dire, il n'y en aura pas, puis moi, je vais m'arranger, puis je vais financer les productions canadiennes. Très bien. Ce qu'il a déjà signifié dans une lettre. Donc, on sait que c'est l'intention, mais ce n'est pas encore le fait. Là, je disais en tout début d'émission que M. Trump s'est levé pas mal en forme. Il veut renommer le lac Ontario Lake America. Mais je vous fais entendre Doug Ford, parce que là, il y a des gens qui commencent à dire on ne va pas à chaque jour avec s'insulter puis en ajouter une couche, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'entende, parce qu'il y a des vrais jobs en jeu. Puis, comme dit José, c'est ça qui préoccupe les gens. Écoutons Doug Ford, que peut-être en tournée aux États-Unis, dans les médias américains. On écoute. Things got a little heated. It got a little personal yesterday between the president and myself. But I want to make a good deal for the American people, a good deal for the Canadians. And we're the two greatest countries in the world. We're each other's number one customer. And it's time to get back to the table and let's negotiate a fair deal because it's hurting the U.S., it's hurting Canada. Donc, Alex, c'est pas le même premier ministre de l'Ontario de la veille. Là, je pense que la réalité est en train de rattraper les gens. C'est bien. Puis oui, on se lève debout, puis les Canadiens sont fiers, puis les Québécois sont fiers. Mais à un moment donné, entendez-vous, messieurs, dames, Alex? Bien, je pense que ça a fait du bien à tout le monde intérieurement hier quand Doug Ford a envoyé promener Donald Trump de manière assez explicite. Je pense que tout le monde a souri, même ceux qui se disent il est peut-être allé fort. On s'est tous dit on aurait eu envie de lui dire la même chose au président américain. Mais à un moment donné, c'est vrai aussi qu'il faudra se reparler. Et c'est vrai aussi qu'il faudra trouver une manière de s'entendre. Ce ne sera peut-être pas à court terme, ce ne sera peut-être pas dans quelques semaines, ça va peut-être être dans quelques mois. Mais bien évidemment que cette rhétorique-là ne sert personne. Alors, je pense que Doug Ford, quand il est allé parler aux Américains, il ne parlait pas nécessairement au même public. Hier, il était à Hamilton devant les travailleurs de l'acier. Il voulait montrer qu'on était fort. Là, il s'en va à CNN. Il sait bien que c'est écouté à Washington. Et il dit, bon, on va baisser le ton un peu. Alors, je pense que c'était la bonne approche de la part de Doug Ford de juste baisser de quelques crans. Parce qu'éventuellement, bon, je ne dis pas que ça va être facile, mais il faudra trouver une manière de se parler dans les prochains mois. José, Hélène, êtes-vous d'accord que il y a la posture politique, puis Carney a été salué partout sur la planète. En France, il est devenu presque De Gaulle, là, il s'est levé debout. Mais d'ailleurs, le film, vous avez raison, José, le film de Gaulle, première partie, est une merveille. Je vous invite, Alec et Hélène, si vous ne l'avez pas vu, à courir, aller le voir au cinéma. Je referme la parenthèse, mais c'est parce que l'image... Bref, économiquement, il va falloir qu'on s'entende un jour, José, là. Oui, mais quand? Hein? On ne sait pas si c'est possible avec M. Trump. C'est toujours le même problème. Hein? Donc, oui, M. Ford baisse le ton. En tout cas, cette fois-ci, il va le remonter éventuellement. Là. C'est dans sa personnalité.
Moi, je m'inquiète un peu du spectacle que ça donne, et j'insiste sur le mot spectacle. Aux Canadiens, les Américains, bien, qu'est-ce que vous voulez? Eux, ils vont avoir la chance de voter là, aux élections de mi-mandat. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais cette espèce d'atmosphère de cours d'école là, que M. Ford a quand même imposé, même si je sais qu'Alec a raison, je sais que ça a sorti la vapeur puis qu'il y a bien des gens là, qui étaient soulagés de l'entendre dire ça. Mais là, à un moment donné, écoutez, il faut quand même être des adultes. Si M. Trump n'est pas capable d'être l'adulte dans la pièce, il faut quand même qu'au Canada, les gens le soient. Et en tout cas, Mark Carney, je pense qu'il fait définitivement... Il joue bien le rôle de l'adulte dans la pièce. Mais moi, je suis très pessimiste. Hein. Je l'ai dit la semaine dernière que tout ça allait mal finir, qu'il y avait pas d'arc-en-ciel, j'aimerais ça me tromper. Mais écoutez, on a affaire à un président américain qui n'est pas de cette planète-ci politiquement parlant. Donc, je vois pas, à moins qu'il soit terriblement affaibli après les élections de mi-mandat, et même là. Là. Hélène, comment vous voyez la suite pour Carney, là? Est-ce que pendant 6 mois, 1 an, il peut continuer comme ça sans tenter des rapprochements avec les Américains? Comment vous voyez politiquement et ça a des conséquences économiques entre-temps? Bien, j'imagine qu'il va toujours garder la porte ouverte, mais comme il a dit, il fallait que le ton change, donc c'est-à-dire que la nature des demandes soit radicalement différente de la part des Américains. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui dans les contre-tarifs annoncés par le Canada, c'est le fait qu'on a voulu se montrer très gris. Hein, on a dit on vise les mêmes produits au même taux et dans une même quantité que les États-Unis. Et moi, j'étais dans le briefing technique ce matin avec les fonctionnaires et j'ai spécifiquement posé la question: a-t-on essayé de cibler certains États là où les élections de mi-mandat risquent d'être chaudement disputées pour faire mal là où ça fait mal, finalement, là où c'est sensible? Et les fonctionnaires ont complètement dit que ce n'était pas le cas, que vraiment on a juste essayé d'équivaloir les secteurs pour faire en sorte que nos secteurs tarifés ne se retrouvent pas en essayant de se retrouver un nouveau marché au Canada, ne se retrouvent pas en compétition avec des produits américains qui viendraient, eux, non tarifés. Donc, pas du tout question de cibler des États. Plus tard dans la journée, conférence de presse avec les ministres, et pendant ce temps-là, Mme Joly semble s'échapper et dit: on cible des États. Alors là, il y a comme une espèce de double discours. Je ne suis pas certaine d'où est la vérité, mais quand on regarde les produits, les poissons frais, le homard, ça vise le Maine. Les plastiques, il y en a beaucoup de l'Ohio, l'acier, notamment du Michigan. Ce sont des États volatiles qui seront chaudement disputés aux élections de mi-mandat. Alors, peut-être qu'on a essayé de cibler des États où ça peut faire mal, mais on ne veut pas le dire politiquement parce qu'on ne veut pas avoir l'air de jeter de l'huile sur le feu. OK. 30 secondes, Alex, sur la riposte. Là. Comment vous pouvez résumer ce qu'on doit comprendre de ça? C'est une riposte assez mesurée. Je suis d'accord avec Hélène, peu politique en apparence. Il y a quand même certains symboles. On vise les motocyclettes à hauteur de 50 %. Les motos, c'est Harley-Davidson, c'est le Wisconsin, c'est la Pennsylvanie. Donc, il y a quand même quelques symboles qui sont visés parce que l'on a des usines dans ces coins-là du côté de Harley-Davidson. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas grand cas. Et donc, on mesure la réponse. On veut protéger nos entreprises ici sans ajouter de l'huile sur le feu. Gris est une bonne façon de résumer la chose. Je pense que du côté d'Hélène, on a bien mis le doigt dessus. C'est réglé. Alors, intéressant. On verra effectivement à quoi ça va ressembler pour les prochaines semaines. Si ça va permettre de calmer un peu la grogne du côté canadien. Ça, je ne suis pas certain. On pourrait aussi appeler ça peut-être une escalade contrôlée. Oui, bien, c'est bien dit. Alors, l'UPAC a terminé son enquête. L'UPAC le confirme dans un communiqué aujourd'hui qu'elle a terminé, qu'elle a envoyé le dossier au DPCP. Et l'UPAC, qui n'a rien à reprocher à Pablo Rodriguez, n'a trouvé aucune trace de Brownie, de système de Brownie. Donc, blanchit le chef. Le chef a parlé à Nouveau, a parlé à la presse, et il dit, je vous le dis depuis le début, Hélène, là, c'est l'UPAC, là c'est pas... l'UPAC dit, moi, écoutez, on a cherché, et même, selon nos sources, l'UPAC, là, enquête pour savoir qui aurait écrit les textos que le Journal de Montréal a publiés. Donc, là, il reste un mystère. Hélène, est-ce que le chef a payé
cher pour quelque chose qui n'était pas prouvé. Bien, c'est une évidence, Patrice. Vous parlez de ces textos quand même, après 1 an d'enquête de la part de l'UPAC, on n'est toujours pas capable d'attester leur authenticité. On ne sait toujours pas qui seraient les auteurs de ces textos. Puis même les allégations, le brownies, c'est bien beau de dire ça, brownies, mais qui exactement paierait qui dans cette histoire-là? Toute cette histoire est chambranlante depuis le début. Un politicien a payé extrêmement cher, il a perdu son poste. Et moi, je pense que ça appelle à un examen de conscience de l'univers, de l'industrie médiatique. Je comprends ce qui est arrivé. Il y a un média qui a sorti une histoire, elle était croustillante et on a tous dit, ben on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et on a finalement tenu en vie cette histoire alors qu'elle reposait sur pas beaucoup de choses, pas beaucoup de solides. Et on doit se dire que ça crée un précédent pour le futur. Et moi, je pense que médiatiquement, on doit réfléchir à nos actions dans tout ça. Alec. Ben, le problème, c'est qu'il y a plusieurs histoires en même temps qui se sont télescopées pendant l'automne et ça compliquait pas mal l'évaluation. Je veux dire, l'histoire des brownies textos, c'en est une. La gestion de Marois Rizki avec l'ancienne chef de cabinet Geneviève Hintz, la perte de confiance de l'un et de l'autre. Donc, le départ de Marois Rizki générait un gros problème aussi au Parti libéral du Québec. Après ça, vous ajoutez Emmanuel Cabral, cet homme d'affaires qui, semble-t-il, avait distribué de l'argent lors d'une soirée de financement. Ça, c'est une autre histoire encore. Qui n'est pas... Celle-là, elle tient la route, là. Cette partie-là de Cabral tient la route. Il y a des histoires qui tiennent encore la route. Il y a des histoires qui ne tiennent pas la route. C'était plusieurs choses en même temps. Et Pablo Rodriguez n'a pas été capable d'affronter une tempête où ça soufflait de partout. C'est ça la réalité. Oui, il y a une question de perception. La politique est très cruelle, une question de perception. Mais si Pablo Rodriguez s'était accroché, on en serait là à 2 jours des élections. Quel hiver il aurait passé à la tête du Parti libéral? Comment aurait-il préparé ses troupes? Comment aurait-il recruté des candidats s'il n'avait pas été capable de se défendre pendant des mois? Donc, la perception en politique, c'est aussi la réalité. On verra lorsque l'UPAC va confirmer, parce qu'elle a dit l'enquête est terminée, maintenant il y a des discussions avec les procureurs. La presse dit qu'il n'y aura pas de suite à ça. Quand l'UPAC va le confirmer, mais en fait, la presse, ça va être intéressant de voir. Oui, juste pour une précision, la presse dit que l'UPAC n'a rien trouvé contre Pablo Rodriguez, zéro. Là. Il n'y a aucune forme de système de brownie. Et il lui a dit ça à Pablo et Rodriguez, etc. Bon. Josée, Oui, je pense qu'Alec vient de bien démêler là, les multicouches là, dans cette histoire-là et le fait que, bon, c'est extrêmement cruel pour Pablo Rodriguez parce qu'il n'y a jamais personne qui a laissé entendre que M. Rodriguez avait lui-même aurait dirigé des stratagèmes là, de financement illégal, etc. Sauf que on se retrouve face à une histoire d'une grande complexité qui pouvait presque pas gérer dans les faits, tellement il y avait de couches dans ça. Et je rappellerais, par contre, qu'il faut distinguer la situation de M. Rodriguez, qui lui-même, sur le plan éthique, n'a rien à se reprocher, de ce qui s'est peut-être passé, justement, à l'intérieur du Parti libéral du Québec, sans qu'il en soit au courant. Alors, je citerai un article qui vient tout juste d'être posté du bureau d'enquête du journal, où il dit « Nos sources sont formelles, des infractions à la loi électorale ont bel et bien été commises. Et selon cet article-là, le directeur général des élections s'apprêterait à déposer aussi éventuellement là, des constats d'infraction. » Faisant référence à Cabral, ça, à l'épisode, parce qu'effectivement, là, on a violé la loi électorale en faisant des prête-noms. Oui. Alors, on verra, mais il s'est passé des choses dans cette campagne, dans le financement de cette campagne à la chefferie qui n'était pas très cachère, ça, c'est clair. Mais d'en rendre Pablo Rodriguez responsable, ça, c'est une toute autre histoire. On sait très bien que c'est ça qui est arrivé quand même. Monsieur Rodriguez...
Bien, en tout cas, moi, je demeure persuadée sur le fond de l'histoire, et je l'ai dit à l'époque, et je persiste et signe là-dessus, que si toutes ces couches-là se sont installées, c'est qu'il y avait des gens, en quelque part, dans ce parti-là, qui ne voulaient plus de M. Rodriguez et qui n'étaient pas contents du résultat de la course à la chefferie. Moi, j'avais pas hésité à utiliser le mot putsch. Ce serait pas la première fois dans un parti, quelque parti que ce soit, que ça se passerait. Mais c'est clair. Écoutez, il y a trop... C'est un véritable roman policier, là, cette histoire-là. Alors, malheureusement, il y a un homme, Pablo Rodriguez, qui a écopé pour ça. Mais comme le dit Alec, c'était tellement rendu complexe et impossible à gérer que s'il n'avait pas quitté, il n'aurait pas pu non plus mener ses troupes vers la prochaine campagne électorale. D'accord. Mais si jamais on apprend un jour, José, que ces textos ont été fabriqués par quelqu'un qui voulait lui nuire à sa chefferie, là, vous entendez plus, José? Je n'entends plus. Ah, bon, écoutons, moi, le téléphone sonne, vous entendez plus, ça va bien. Si on apprenait un jour, Alec, que ça avait été construit de toutes pièces par quelqu'un qui voulait nuire, c'est quand même grave, là. Et comme dit Hélène, il y a quand même une réflexion à faire. Et je ne remets pas en doute le travail de collègues. Là, on ne commencera pas à s'engueuler par réseau. Pas du tout ça que je dis. Mais ça arrive aussi qu'on se fasse mener en bateau, là, Alec. Oui, puis ça, j'aimerais avoir les éclaircissements là-dessus parce que l'avenir n'est pas porteur d'espoir. Parce que sur la fabrication de faux, mettons que l'intelligence artificielle va éventuellement être tellement efficace pour ressembler à des textos, ressembler à des voix, ressembler à des images, démêler le vrai du faux va se complexifier. Alors, pour l'avenir, ça m'inquiète. Ça m'inquiète effectivement qu'on soit rendu à se poser ces questions-là. Il faudra être très, très vigilant. Hélène? Je répète ce que j'ai dit. C'est pas une question d'accuser un collègue plutôt qu'un autre, mais se regarder dans le miroir, dire est-ce qu'on a été finalement l'instrument d'une vengeance intrafamiliale, une famille qui ne voulait plus de Pablo. C'est intéressant. On ne parlera pas de sondage. Je vous mettre, j'ai 30 secondes, je vais vous le mettre quand même, un sondage québécois qui montre que Mme Fréchette monte 3 points. Les partis québécois toujours en tête. Les libéraux qui sont comme gelés à 23. Toute une campagne, mais est-ce que j'ai plus de temps, hein? Allô, en régie, j'ai plus de temps? Caroline de Belle. José, Alec... Regardez le vote francophone. Le vote francophone, oui, ça serait précis. Merci, à très bientôt. On va continuer à parler de ça avec passion plusieurs fois. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.